Bonjour à toutes et à tous, donc je m'appelle Xavier Eutrope, je travaille à la Revue des Médias et merci d'être venus si nombreux et nombreuses au foyer F, à la Maison de la Radio, pour cette dernière session. Aujourd'hui, ça va parler podcast, et le titre de la session va peut-être est un peu vague, podcast le récit superstar, mais vous allez voir, ça va être super clair. Aujourd'hui, je suis accompagné de 4 personnes à côté de moi qui sont toutes plus talentueuses les unes que les autres. Tout d'abord, Stéphane Cochet, dans l'ordre alphabétique, directeur des droits audiovisuels à la SCAM. Ensuite, Erwan Gaucher, adjoint à la direction des antennes et de la stratégie éditoriale de Radio France. Mathilde Mélin, responsable éditorial de Slate Audio, et Greg Strachan from Amazon Music, straight out of London. And we will speak in English. Et nous allons parler en anglais. Donc nous allons parler français et Greg aura tout en français, en anglais dans les oreilles. Donc aujourd'hui, on va parler du podcast, le récit superstar, et en gros, on va parler de la manière dont le podcast, et plus précisément l'explosion du podcast depuis 2014-2015, a vraiment révolutionné, ou en tout cas fait évoluer le récit audio, le contenu audio, aussi bien dans sa forme que dans le fond. Le podcast, évidemment, ça date avant ça remonte à très loin. Le terme date de 2004. Il a été inventé en 2004 par un journaliste du Guardian. Donc là, on va évidemment parler d'une évolution très particulière du podcast depuis quelques années. Et peut-être que la meilleure manière de se lancer dans ce sujet, dans cette discussion, c'est de se mettre d'accord très vite et très rapidement. Ça va être une manière d'aborder le sujet, c'est de savoir ce qu'on entend par podcast. Moi, je vais vous proposer une définition. Vous me direz si vous êtes d'accord. C'est un contenu audio qu'on peut télécharger, a priori qui doit être distribué par flux RSS, qui peut être du rattrapage, mais qui peut être aussi de la création originale. Ça paraît très bien. Ça paraît très très bien. Moi, j'aurais dit une narration audio à la demande. Oui. Et je trouve très bien de mettre que ça peut être du rattrapage, d'intégrer ça, parce qu'on a un petit peu tendance, mais c'est normal, avec justement cette mode du podcast qui explose, et c'est très bien, mais à essayer de faire une distinction entre le podcast qui viendrait de la radio, le replay, et le podcast original. Non, je pense que les deux sont du podcast, et qu'il y a de la radio qui fait du très très bon podcast. Il y a même du podcast qui fait de la très bonne radio. Toute la radio ne fait pas du bon podcast, et vice-versa, mais il y a beaucoup de radios qui font du très bon podcast, et quand on regarde leur marché, pour l'instant, le très gros des écoutes de podcast sont encore du replay de radio, et tant mieux, parce que la radio fait de très bons récits et audio, donc ce serait dommage de s'en priver. D'autres choses à ajouter, Stéphane, peut-être ? Juste rajouter quand tu veux, où tu veux. Voilà. Mais bon, la balado-diffusion, quoi. C'est une palissade par rapport à la demande, de toute façon. Ça rentre dans les usages de toute façon de tous les médias numériques à la demande. Mais j'aime bien insister ça parce que j'adore le terme canadien de balado-diffusion, donc voilà. Craig? Yeah. I've just got up, thank you. And thank you to the translator. Merci beaucoup à l'interprète. Je suis d'accord. Oui, moi j'allais dire sur demande. Je pense que c'est une bonne distinction. Et comme vous le disiez, il y a beaucoup de différentes façons de faire, si c'est la radio, si c'est du contenu original. Et je pense qu'effectivement, ça a largement évolué. Parler de sur demande, moi je trouve que c'est tout à fait approprié. Mathilde ? Là, on parle du podcast sous l'angle du mode de diffusion, ce qui est vrai. C'est là tout l'enjeu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous diront le Donjon de Noël Buck, c'est pas du podcast, et on pourrait comprendre, mais parce que c'est pas du RSS. Mais non, voilà, non, mais pour l'instant, la définition qu'on en fait ensemble, c'est par rapport au mode de diffusion, et je pense que ce mot, il a plusieurs significations. Il peut aussi parler du contenu, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Absolument. Et de l'idée que les gens se font de ce qu'est un podcast, en dehors du fait que ce soit diffusé en podcast. Mais justement, on va commencer avec toi, Mathilde. Qu'est-ce que le podcast, pour toi, ces dernières années, a changé dans la façon
dans la forme en fait. Non, dans le fond peut-être d'abord, dans le fond des contenus audio. Qu'est-ce que ça a changé dans les sujets, dans les thèmes abordés, dans la manière dont ils sont abordés? On parlera de la forme après, mais donc dans le fond pour toi, qu'est-ce que ça a changé récemment? Il y a plein de termes et de formats qui sont apparus, qui n'étaient pas forcément absents, mais qui étaient peut-être moins visibles ou plus confidentiels dans les autres médias, qu'ils soient audio ou non. L'exemple le plus criant de ça, c'est les podcasts érotiques ou pornographiques. On ne peut pas diffuser un récit érotique sur une radio, puisqu'on ne sait pas qui écoute, même s'il est très tard dans la nuit. Et puis, c'est réglementé, on ne peut pas le faire. Le podcast peut se permettre ça. Donc, on a vu émerger des genres audio qui n'étaient pas traités jusque-là. Et ensuite, il y a aussi certains formats qui ont beaucoup émergé, notamment autour du témoignage. Il y avait déjà du témoignage à la radio, mais peut-être moins en longueur et avec une approche un peu différente entre un enro de radio qui dure 1 minute ou 1 minute 30, ou même une émission plus longue comme Les Pieds sur Terre sur France Culture qui fait 28 minutes, qui fait la part belle au témoignage, et des podcasts d'1 heure, 2 heures, comme Transfert par exemple, qui est le plus connu, je pense, des podcasts de témoignage. C'est pas exactement la même longueur, c'est pas la même approche non plus. Donc je pense que ça a fait émerger la parole des gens et pas des experts ou des journalistes. Et c'est aussi ça, je pense, que les auditeurs plébiscitent avec les podcasts. Je pense que tout à l'heure, on reviendra avec toi justement sur ce que les journalistes ne doivent pas oublier quand ils font du podcast, ce genre de choses. Mais Craig, pour toi, qu'est-ce que le podcast a changé depuis ces dernières années? Alors, effectivement, le podcast est une pratique qui est peut-être un peu plus répandue dans les pays anglophones, donc États-Unis, Royaume-Uni. De ton point de vue, qu'est-ce que ça a changé dans les thèmes? Est-ce que c'est la même chose que ce que vient de dire Mathilde? Oui, je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit, Mathilde, ce que vous avez dit, mais je pense que si on regarde comment les podcasts ont commenté sous forme de simple replay d'émissions radio et ont évolué avec toutes les différentes voies dont vous parlez, avec l'aspect formation, l'aspect objectif qui a été fixé. Et ce qui est très intéressant, je pense, c'est que ce sont les podcasts courts, par exemple, plus de 6 épisodes, la possibilité d'avoir un narratif sans support audiovisuel, la manière dont cela évolue avec les podcasts qui se transforment en émissions TV. Et ça, je crois que c'est vraiment un pas très important qu'on voit non seulement dans les pays anglo-saxons, mais cela a évolué, d'après ce que j'ai compris, dans le marché français également. Oui, tout à fait. Stéphane, toi, tu travailles à la SCAM, donc ton point de vue sur le sujet est moins forcément sur le contenu en tant que tel, mais peut-être plutôt du côté des auteurs. Quel est ton point de vue, toi, sur effectivement la transformation des sujets abordés par le podcast dans les contenus audio? Bon, je vais me permettre quand même de partager un point de vue personnel sur. Non, pour moi, le podcast, c'est l'incarnation, c'est une intimité. Je pense que les podcasts originaux, et j'aime bien la segmentation que tu as faite tout à l'heure, Erwan, la segmentation sur le fait qu'il ne fallait pas oublier le podcast de rattrapage. Les œuvres sonores originales, selon moi, sont vraiment des œuvres qui sont à l'avant-garde, effectivement, de l'écriture et de la narration qu'on retrouve maintenant de plus en plus, aussi bien dans les médias linéaires, et les médias linéaires ou les médias traditionnels qui se développent de plus en plus également en série et en collection complémentaires à la production, à la réalisation de leur première œuvre en fait. Voilà. Donc je trouve ça très intéressant. Et le profil effectivement que nous avons des auteurs, alors je ne parle pas de ceux d'Arte Radio et de Radio France parce que ça fait plus de 15 ans qu'ils sont déjà auteurs de la SCAM, mais en revanche pour les nouveaux auteurs depuis qu'on a signé avec Slate, avec Binge, avec Nouvelles Écoutes, Louis Média, Bababam, bientôt Paradiso, je vous l'annonce en avant-première. Vous avez un buzz, là vous avez un scoop. Incroyable. Voilà. Bon, et ainsi de suite. Sont des auteurs qui sont juste en dessous des 50% d'indépendants. Donc, pas des professionnels journalistes. Alors, indépendants, profil autoproducteurs, un peu comme les vidéastes il y a 10 ans, 15 ans, qui se sont eux-mêmes, pour certains, qui se sont largement professionnalisés, très vite professionnalisés, pour arriver à monter des structures comme Louis Média, qui est une structure d'indépendants au départ, qui se sont agrégés pour monter des structures, des studios de podcast, et ainsi de suite. Et donc, je trouve que cette dynamique elle est très vertueuse, de personnes, effectivement, qui sont d'abord dans une expression qui leur est propre, dans une expression très intimiste,
quels que soient les thèmes abordés, les genres abordés. Je ne parlerai pas de la pornographie, je n'ai jamais écouté un podcast de pornographie, mais peut-être que je le ferai après pour bien me renseigner. Mais en revanche, et qui aborde des thèmes et des sujets qui sont après captés par les médias un peu mainstream. Voilà. Donc c'est un labo pour moi, c'est un labo qui est très, 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 très intéressant à explorer. C'est ton point de vue aussi, Erwan. Excuse-moi Mathilde, tu voulais dire quelque chose peut-être? Pour rebondir là-dessus, il y a l'exemple du podcast de Charlotte Pudlowski, ou peut-être Une nuit, où c'est parti de ce podcast, et puis ensuite il y a eu tout un mouvement où on a commencé à parler de l'inceste dans les médias, sujet hautement tabou, et donc le podcast peut aussi être moteur de débat public, et je trouve ça très intéressant. C'est vrai que c'est un nouveau statut, enfin, c'est quelque chose qu'on n'avait pas eu jusqu'à maintenant en France. Là comme ça, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent. Erwan, du coup, toi, de ton point de vue... Le fond et la forme sont intimement liés. Je pense que le podcast, il a permis d'aller faire craquer les coutures qui avaient besoin un peu d'exploser. La grande différence pour moi dans la narration d'un podcast par rapport à la radio parle à tous, le podcast parle à chacun. Donc, ça influe immédiatement sur l'écriture. La radio, vous ne savez pas quand est-ce que les gens vont venir vous écouter. Ils arrivent en milieu d'émission, ils arrivent après un disque, ils arrivent après quelque chose. Donc il faut, dans votre écriture, tout le temps les accueillir, leur dire où ils sont, qui est-ce qui parle. La personne qui écoute un podcast, elle a choisi de l'écouter. Elle a choisi ce thème, elle a choisi ce podcasteur. Donc une fois qu'elle est rentrée dedans, vous pouvez vous débarrasser de ces notions d'écriture qui sont très importantes à la radio et dont vous n'avez plus besoin. Donc ça déjà, c'est un vrai changement de fond et de forme. Ça a permis aussi en effet d'investir encore plus fortement les formats vraiment longs et les formats dans une narration qui sont une narration dont on espère, on pourrait dire dont on sait, en tout cas au moins dont on espère, que les auditeurs vont les binger. On n'écrit évidemment pas du tout une série de la même façon. Je prends un exemple qu'on a fait il n'y a pas très longtemps. Quand on fait les rocambolesques aventures d'Edouard Baird et de Jacques Souvent, si on l'écrit pour la radio, on ne va pas l'écrire de la même façon. Parce que vous donnez un rendez-vous une fois par semaine et pour re-rentrer dans l'univers d'Edouard Baird, aussi foisonnant, voire un peu fou soit-il, c'est compliqué une fois par semaine de reposer le décor. Je souhaite très bon courage à celui qui va devoir faire le résumé de l'épisode 2 une semaine après pour faire comprendre aux gens où ils sont, de quoi ça parle. Précédemment avec ça, il y a de quoi devenir fou. En revanche, là, on sait qu'on va proposer tous les épisodes de suite. Et puis, ça, c'est sur le fond et l'écriture. Et sur la forme, oui, ça a permis aussi d'avoir une plus grande diversité. Il y a plus de gens qui peuvent faire du podcast, donc il y a plus de nouveaux sujets qui entrent, de nouvelles sensibilités, de nouveaux formats, même si, au fond, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a beaucoup de nouveaux qui sont... Le témoignage brut était quelque chose qui était rare à la radio et qui est vraiment arrivé en force. Mais on voit aussi que beaucoup de formats reviennent, qui sont des formats, on a beaucoup de tables rondes, des choses comme ça, où là, bon, ça existe évidemment depuis longtemps, mais là, en revanche, le sujet, la personnalité des gens qui le font qu'on va sur des univers qui étaient moins faits. Et le cercle est vertueux, puisque du coup, en effet, les médias un peu plus mainstream s'en ressaisissent, sentent qu'un sujet est en train de monter et qu'il faut s'en saisir avec leur propre code. Et ça, c'est très, très intéressant dans les deux sens. Tu me tends la perche, puisque tu as évoqué la forme, alors que c'était évidemment sur mon conducteur, donc je ne sais pas, peut-être que tu as eu accès à mon conducteur. Effectivement, on parle souvent effectivement des entretiens un peu intimistes, témoignages. Certains, moi je fais un travail préparatoire pour un article et beaucoup de gens me parlent d'une révolution transfert ou voilà, un peu les podcasts comme ça de témoignages assez intimes. Et là, je vais peut-être me retourner vers Mathilde. Quelles sont pour toi, est-ce que c'est la seule innovation, peut-être qu'innovation n'est pas le bon terme par ailleurs, mais est-ce que c'est la seule transformation en termes de forme, d'audio, de structure de contenu qui a été apportée par le podcast, ou est-ce que tu en vois d'autres qui sont un peu plus... tout aussi prégnante peut-être, ouais. Non, je pense qu'il y en a plusieurs autres. On ne va pas pouvoir faire la liste de tout. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais par exemple, à ma connaissance, le podcast natif est un des premiers médias audio qui s'adresse beaucoup et régulièrement aux enfants et qui crée des contenus pour eux. Il y avait des émissions de radio, mais pas à la mesure de ce que les enfants peuvent consommer dans une journée ou dans une semaine. À quoi tu fais référence, par exemple ? Il y a des podcasts de Radio France. Il y a des podcasts de Radio France, les Odyssées, Oli, qui sont assez connus. Et il y a aussi des formats, par exemple, moi j'aime beaucoup Olma de France Inter, qui est un docu-fiction sur les sciences, pour vulgariser les sciences pour les enfants.
et c'est un bijou. Moi, j'ai 27 ans et je l'écoute chaque semaine avec plaisir parce que j'apprends des trucs et je me dis que si j'avais 7 ans, je serais contente d'avoir un contenu où on me prend pas pour une débile et où on m'explique des trucs. Donc ça, c'est une vraie révolution. On s'adresse aux enfants et on les prend au sérieux. Et ça, je trouve ça hyper chouette et j'aurais bien aimé grandir à une époque où il y avait des contenus pour moi autres que C'est pas sorcier à la télé. C'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que lorsqu'on a préparé la table ronde avec Craig, il m'avait expliqué qu'une des futures innovations dans le podcast, c'était possiblement effectivement les programmes pour enfants, les contenus pour enfants. Effectivement, il y a un potentiel au niveau des histoires, des chansons, même de la vulgarisation. C'est des choses que tu penses qui vont arriver aussi, Craig, dans le podcast ? Oui, tout à fait. Et moi, j'ai parlé de ma fille des podcasts. Elle a 6 ans. Et c'était il y a quelques jours. Et elle m'a déjà apporté 3 podcasts depuis. Donc je pense il va y avoir une révolution de podcasters. Et ce que nous avons évoqué, nous avons parlé de l'évolution de la technologie, les smart speakers. Et je ne fais pas de pub particulière. Google, d'avoir une écoute collective avec la famille, écouter quelque chose pendant le repas du soir, éduquer les enfants par des histoires courtes. Et j'espère qu'on va voir cela de plus en plus dans les années à venir. Toi, Stéphane, lorsque vous aidez vos auteurs, parfois on en a parlé aussi, il y a des séances un peu pour les aider à faire des pitchs, ce genre de choses. Toute cette question de la forme des contenus, c'est une chose aussi sur laquelle vous aidez vos auteurs. C'est dans l'esprit de votre mission ? Ce sont les auteurs qui parlent aux autres auteurs. En fait, oui. C'est vraiment de l'entraide entre différentes catégories d'auteurs pour les seniors, si je peux m'exprimer ainsi, qui partagent leur expérience, l'art du pitch, l'art de la présentation, l'art de l'écriture, de la narration, du storytelling. Donc là, il y a des sessions qui s'organisent et on peut toujours faire plus et mieux, hein, c'est clair. Et puis en plus de ça, depuis le confinement, on a eu un peu de mal donc il faut qu'on relance en plus de ça la machine. Il y a aussi évidemment toutes les aides particulières qui sont les aides à l'écriture, donc des aides financières évidemment, relayées aussi par le ministère de la Culture, Radio France aussi en fait beaucoup. Donc il y a à la fois une préoccupation financière évidemment, parce que ce sont des indépendants pour la majorité d'entre eux. Pour ceux qui ne veulent pas en faire carrière, effectivement, ils se posent des questions, mais s'ils veulent vraiment, s'ils sont rentrés dans une collection, dans une série, et puis on devient vite accro au podcast, aussi bien en tant qu'auditeur qu'en tant que réalisateur et auteur de podcast. Donc c'est vrai que leur préoccupation, c'est leur statut social, fiscal, juridique, et ainsi de suite. De la préoccupation, effectivement, sur la monétisation, comment ils peuvent en vivre. Et puis, évidemment, la préoccupation éditoriale, mais là, ce sont vraiment des sessions d'auteur à auteur. Voilà. D'accord. Il y a un éléphant dans la pièce qui est le fait qu'il y a quand même beaucoup de podcasts. Alors là, je vais être l'avocat du diable, je vais être le père grincheux, mais il y a de plus en plus de podcasts. Il y a une offre qui est explosive dans le sens où j'ai parlé avec des gens qui m'ont évoqué le fait, et je crois que c'est toi qui m'ont dit qu'il y avait un podcast de marque qui se lançait par jour. C'est peut-être pas toi qui m'as évoqué ça. En tout cas, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a une offre qui est pléthorique. Tout le monde peut y trouver son compte. Mais justement, est-ce que c'est pas potentiellement un risque pour les créateurs? Comment on peut faire pour que, d'une part, il n'y ait pas une standardisation qui tue la création parce qu'on se dit c'est la bonne recette, je vais l'appliquer, et aussi pour faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'espace pour tout le monde. Parce que, moi je dis qu'il y a une bulle depuis 4 ans, elle n'a pas explosé, je ne souhaite pas qu'elle explose, mais voilà. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? Mais en fait, ça dépend ce que tu entends par espace. De l'espace pour créer, il y en a pour tout le monde. La beauté du podcast, c'est qu'avec un smartphone, un ordi, une connexion Internet, on peut publier son podcast. Après, de l'espace pour être mis en avant, ça, c'est plus compliqué, pour acquérir des auditeurs et faire découvrir. Si on était dans un monde idéal, je te dirais qu'en faisant un bon contenu,
tu vas percer et ça suffit. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. On est à l'ère d'Internet, on est tous hyper sollicités, on est dans une économie de l'attention de plus en plus tendue, donc c'est pas simple. Et c'est là, je pense, que les plateformes et les grosses maisons comme Radio France ou la SCAM ont leur rôle à jouer, au même titre que nous, les médias. Moi, j'ai monté une plateforme pour faire de la recommandation humaine, etc. C'est là qu'on a un rôle à jouer aussi. C'est de dire aux gens, t'as bien aimé ce contenu, peut-être que t'aimerais aussi celui-là qui n'a rien à voir, mais qui est aussi super, et on peut aiguiller les gens. Et moi, je regrette un peu qu'il y ait assez peu de médias qui traitent du podcast et qui fassent de la recommandation, parce que c'est en train de devenir un objet culturel à part entière, et pour l'instant, il est un peu ignoré de nos confrères et consoeurs qui font très peu de recommandations d'écoute. Mais là, du coup, tu te mets en concurrence de Spotify, qui a pour but de recommander, de faire de la recommandation automatique sur les tags, les choses comme ça, quoi. Enfin... En concurrence, non, parce que je pense qu'on ne touche pas le même public, mais je pense qu'on a des offres complémentaires. Parfois, un algorithme va faire une très bonne recommandation, et parfois pas du tout, et parfois il faut un humain. Et moi, j'avoue que je crois beaucoup j'ai une copine qui m'a dit qu'elle avait écouté ça et qu'elle adore, et moi j'ai envie d'être la copine qui recommande professionnellement. C'est sûr que le podcast a vu une résurgence du « Ah, t'as pas entendu parler de ce truc, c'est super, je te conseille de l'écouter ». Il y a un truc de bouche à oreille qui est très très fort, et je pense qu'il faut garder ce truc de bouche à oreille parce que ça fait partie de l'expérience, mais ce serait bien que les médias prennent au sérieux culturellement le podcast comme un objet qu'on critique, qu'on recommande et dont on parle, quoi. C'est vrai, le message est passé, c'est une perspective assez intéressante. Craig, à propos du problème de la standardisation et d'une éventuelle bulle dans l'offre, on ne parle pas de bulle spéculative, là, on parle vraiment d'un trop-plein d'offres. Est-ce que tu penses que c'est des risques, la standardisation et une éventuelle bulle ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Je ne pense pas qu'il faut décourager qui que ce soit de raconter son histoire, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'histoires qui doivent être racontées, qui sont très importantes, mais comment le faire, comment trouver ces histoires, ça c'est le problème, et comme Mathilde l'a dit parfaitement, c'est un sujet pour lequel on essaie de trouver des réponses. Je pense que l'innovation de la technologie va peut-être jouer un rôle dans ce domaine, peut-être plus de recommandations, mais alors il y a 5 ans, 10 ans, qui penserait que lorsque vous allez dans un dîner, vous allez parler du fait que quel podcast vous avez écouté. Et je pense que cela va aider à la croissance du podcast. Et je ne pense pas que cette bulle va exploser en termes de volume, mais je pense qu'il faut que les personnes puissent trouver ces histoires. Et en tant que créateur, je pense qu'il faut trouver aussi les bonnes histoires à raconter et les amplifier également et les envoyer aux audiences, au public. Stéphane, est-ce que c'est quelque chose qui te stresse, qui t'angoisse ou pas du tout ? Non, mais tu viens de dire qu'on n'a pas le droit de parler de la bulle économique, alors ça me gêne un peu. Parce que... Non, on peut en parler, pour toi, on peut en parler. C'est littéralement ton travail, donc effectivement, parlons-en. Mais pour qu'il y ait une bulle, il faut qu'il y ait un marché un peu structuré et qui s'est lancé à un moment donné et qui s'est cassé la tête, la figure. La margoulette. Voilà, le terme scientifique. J'ai le mot. Or, le marché n'est pas... Enfin, je suis désolé de parler de marché, mais le marché ne s'est pas structuré pour l'instant. Ce sont des volontés individuelles, des volontés de professionnels, des studios, très majoritairement, qui font le marché pour l'instant, qui font le développement, qui font l'usage, qui développent l'usage, qui participent à cette création de valeur. Il y a évidemment, en termes d'audience, il y a une vraie résurgence de l'audience par le principe de l'agrégation, portés par les différentes plateformes, mais qui ne participent pas au modèle économique. Alors je suis désolé, là je mets les pieds dans le plat, mais tant que tous les acteurs de la chaîne de création du podcast ne participent pas au modèle économique, je suis désolé, pour l'instant on ne peut pas parler de bulle au départ, parce qu'il n'y a pas de bulle parce que pour l'instant il n'y a pas de développement. Et je ne veux pas citer Amazon Music sur le sujet. Hein. Donc on a eu un message. On en parle juste après. On a eu un message de Mathilde, un message de Stéphane. Erwan et Craig, je compte sur vous pour faire passer votre message. Toi, Erwan, est-ce que c'est quelque chose qui... Et là, peut-être, effectivement, là, plutôt, vu qu'on parle, dans ton cas, d'une radio qui fait du linéaire et qui fait aussi du contenu natif directement disponible sur les plateformes, est-ce que cette question de faire des contenus qui peuvent potentiellement ressembler trop à d'autres, ou d'avoir trop de contenus qui se ressemblent, voilà, ou d'arriver dans un secteur où il y a déjà une offre qui est pléthorique, est-ce que c'est quelque chose qui
fait peur à Radio France ou c'est pas du tout Non, c'est quelque chose qu'on regarde de près, mais je pense qu'en fait, on touche là un point essentiel. La grande transformation qu'il y a aujourd'hui, c'est en effet, il y a maintenant pléthore de podcasts. C'est-à-dire que je pense que même quand on affiche des statistiques d'écoute, comme Mathilde met les siennes de temps en temps sur Twitter, c'est impossible de tout écouter et que l'engorgement, il se fait plutôt sur la sortie. Comment est-ce que je peux tout découvrir ? Nous, ça a complètement changé notre stratégie de distribution. C'est-à-dire qu'on a mis en place une application qui a justement pour but de dire on ne va pas aller là où il y a tout le monde, on va y être un peu aussi évidemment parce qu'on ne va pas se passer de faire découvrir nos podcasts, mais on a besoin d'un endroit qui permette de montrer beaucoup plus de podcasts, qui ne fonctionne pas entièrement sur de l'algorithme. On est en train de travailler un algorithme de service public et ce que j'entends par là, c'est un algorithme qui évite les bulles, qui évite que quand on est, je ne sais pas, comme moi, on a bien aimé Narcos sur Netflix pendant 6 mois, on ne me propose plus que des documentaires sur la drogue qui n'est pas ma passion quotidienne. J'ai bien aimé une série, je ne veux pas qu'on me donne tous les jours des trucs sur la cocaïne. Eh ben, c'est pareil sur les podcasts. Vous avez bien aimé, donc vous aimerez. Le résultat, c'est qu'on ne découvre plus grand-chose. Et aujourd'hui, une des difficultés des plateformes, c'est ce trop-plein, c'est ce système automatique. Et je souscris complètement à ce que disait Mathilde, c'est que nous, on base toute notre recommandation plutôt sur de l'humain. C'est une équipe d'éditeurs qui se plonge tous les jours, et Dieu sait que rien qu'avec ce qu'on fait à Radio France, ce sont des centaines d'heures quotidienne de podcasts qu'on propose, dire voilà, il y a tout ça, ça vaut vraiment le coup. Celui-là, il a dû vous passer inaperçu parce qu'il passe un peu tard, parce que c'est pas l'émission la plus connue, mais on va essayer de vous étonner. Et ça va se jouer là-dessus, sur la recommandation, sur la capacité à faire émerger. Donc ça veut dire aussi qu'il va falloir que quand on est une plateforme, puisque pour le coup, nous on est en train de devenir les deux, à la fois producteur et à la fois plateforme de distribution, il va être capable de penser la plateforme. Et on voit bien certaines plateformes historiques de podcasts, je n'aimerais pas, il faut les avoir reconnues, c'est pas une poire, c'est l'autre. Certaines plateformes commencent à avoir un petit peu de mal à proposer. Je vais vous dire un exemple très concret, c'est que il y a quelques années, quand un podcast était mis à la une d'Apple Podcast, les écoutes s'envolaient. Aujourd'hui, l'effet est bien moindre. On voit bien que ça ne décolle plus autant, tout simplement parce qu'il y a trop de podcasts et que la recommandation est un peu trop automatique sur beaucoup de choses. Donc il va falloir être capable de revenir à de la recommandation manuelle. Et quant au fait qu'il y ait une bulle, oui, il y a une petite bulle, j'allais dire, moi ça me fait beaucoup penser à ce qu'on a connu il y a 10-15 ans avec les pure players de presse écrite et de web. Il y a eu un moment où tous les 3 mois, une nouvelle équipe se lançait. On voit bien aujourd'hui qu'hélas, tout le monde n'est plus là. Je pense que dans quelques années, tout le monde ne sera pas là. Mais ce n'est pas grave. On a besoin de passer par là. Parce que ceux qui sont aujourd'hui peut-être dans un studio dont je ne souhaite à personne la disparition, mais qui aura du mal à trouver son modèle ou quelque chose, il ira construire autre chose sur le podcast plus tard. Il y aura appris des choses. Ça passe par là. Donc oui, il y a sans doute une petite bulle. Pour l'instant, il y a quand même de l'usage, il y a quand même de l'écoute forte de plus en plus. La difficulté, c'est de réussir à faire émerger et d'organiser la proposition éditoriale avec de la recommandation humaine, parce que je pense que c'est vraiment ce qui peut faire la différence. Je crois que Greg voulait dire quelque chose. Oui, je voulais dire quelque chose. Je pense que ce qui est important également, c'est que les podcasts en France, 30-35% des personnes les écoutent régulièrement. Donc c'est un public qui est encore un peu petit. Je pense qu'il y a besoin d'avoir plus de contenu pour que les personnes entrent sur ce marché et le marché puisse avoir de la croissance. Nous avons besoin de plus de contenu finalement. C'est vrai qu'on n'est pas encore sur un marché de masse du podcast en France. Peut-être que je me trompe en disant ça. Mais... On n'est pas sur en tout cas, on n'est pas sur un marché de masse en ce qui concerne les podcasts natifs. Je pense que pour le replay de radio, si on regarde les chiffres des sites d'Europe 1, de France Inter ou de RMC, il y a quand même des millions et des millions de personnes qui écoutent. Donc, ça dépend de quoi on parle. Pour le podcast natif, je pense que ça arrive petit à petit. On voit que les habitudes d'écoute augmentent. Si on fait bien notre travail quand on fait des podcasts natifs, l'avantage, c'est que c'est pas périssable. C'est des collections c'est du stock qu'on peut écouter dans 5 ans, dans 10 ans. Moi, j'écoute des podcasts qui sont sortis en 2015 et qui sont toujours intéressants et d'actualité. Ça, c'est aussi une réflexion à avoir au moment de l'écriture. Moi, j'explique toujours, ne commencez jamais votre podcast par mardi dernier. Il s'est passé ça, parce que ça va être périmé. Et ça, c'est une chose assez importante. Je voulais juste rebondir sur le goulot d'étranglement. Pour moi, le goulot, aujourd'hui, il est vraiment à qu'est-ce que je vais consommer, mais surtout où je vais le consommer, comment je vais le consommer, à quel moment. La question qu'on me pose toutes les semaines, je pense, c'est mais quand est-ce que tu as le temps d'écouter des podcasts et où est-ce que tu les écoutes? Parce que j'ai vu qu'il y en avait, il y en a un qui est en exclu sur Amazon, il y en a un autre qui est en avant-première sur la petite Radio France, j'ai vu un autre truc qui est passé. J'ai un pote qui en fait un, mais il est que sur SoundCloud.
l'écoute est éclatée et c'est très difficile d'avoir des écoutes quand on n'a pas que ça à faire de ses journées. Je pense que le but n'est pas que tout le monde écoute tout. Est-ce que vous avez 8 abonnements de vidéos à la demande et vous regardez toutes les séries qui sortent? Je pense pas. Moi non. Voilà, et personne ici. Le but, c'est pas de tout écouter, c'est de trouver les contenus qui nous plaisent à nous, auditeurs. Et pour pouvoir les trouver, il faut qu'on ait un petit aiguillage au début pour nous dire, tiens, ça existe, écoute-le si tu veux, et si ça a l'air de te plaire, quoi. La difficulté, elle est plutôt là. Mais je pense que ça reste aujourd'hui un gros frein. Le fait que les gens ils téléchargent une appli ou ils en ont sur leur téléphone. La Samsung va préinstaller l'application dans ses téléphones comme le fait Apple. On arrive sur cette appli et sur quoi je clique? Je vais aller naturellement vers les émissions de radio dont j'ai déjà entendu parler et le natif, il passe un peu après. Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire de la part des plateformes et des journalistes pour dire le natif existe, voilà ce qui existe, ça peut vous plaire, ça peut vous plaire. Et il ne faut pas négliger ça parce que sinon le natif va avoir vraiment du mal à émerger et à construire un modèle économique viable. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, sur l'importance que les médias parlent du podcast et recommandent du podcast. C'est alors exactement pour ça, pour le coup, qu'on a lancé cette année le Pop-Pop d'Antoine Decaune du vendredi et maintenant un Pop-Pop consacré au podcast. Soit un producteur de podcast comme invité fait une recommandation avec Charline Roux de 3 ou 4 podcasts et Thomas Biachi. C'est justement parce que j'allais dire, il ne faut pas que les médias passent à côté du podcast comme ils sont passés pour beaucoup à côté du jeu vidéo. Il ne faut pas refaire la même erreur. Et le podcast est vraiment un bien culturel qu'il faut promouvoir, qu'il faut écouter. Et oui, on a une responsabilité aussi d'aiguiller, de montrer ce qui se passe ailleurs. C'est pour ça que vraiment, pour le coup, il faut absolument faire cette recommandation. Mais c'est un effort qu'il faut saluer parce qu'il y a d'autres médias qui ne parlent pas de podcast parce qu'eux-mêmes en produisent et que donc ils ne veulent pas se mettre tout seuls en concurrence avec des contenus qui ne sont pas les leurs. Donc c'est aussi un choix éditorial courageux, je pense, de la part de France Inter, de dire ok, très bien, nous on en fait, on va en parler parce qu'il n'y a pas de raison, mais on va dire qu'on n'est pas les seuls et on va essayer de faire découvrir d'autres choses. Mathilde, je vais rebondir du coq à l'âne sur un truc que tu as évoqué tout à l'heure, sur la technique que tu donnes à tes élèves, tes étudiants, sur le fait qu'il ne faut pas trop dater le contenu. On en avait parlé, parce que le podcast, c'est un contenu evergreen, effectivement, qu'on peut sortir tout le temps s'il est bien fait. Est-ce que tu as, et je vais vous poser la question à toutes et tous, est-ce que pour vous, il y a effectivement des choses qu'il faut garder en tête pour proposer un récit de qualité lorsqu'on est auteur, des choses pour faire en sorte que ce soit compréhensible, que la personne prenne du plaisir, parce que si on n'aime pas quelque chose, on ne va pas l'écouter, tout bêtement. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses pour toi qui sont normales et obligatoires ? Pas trop daté. Parfois, on est obligé, quand on traite d'un sujet d'actualité, par exemple, on est obligé de dire l'élection présidentielle en France 2022, voilà qui sont les candidats. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que si j'écoute ce podcast dans un an, je ne sache plus de qui vous parlez, etc. Un podcast, c'est une histoire. Une histoire, il faut qu'il y ait un début, un milieu et une fin. Il peut y avoir une suite. Elle n'est pas obligée d'être fermée pour toujours. Mais il faut la penser comme une histoire. Et il y a de très bons podcasts, notamment d'actualité. Je pense à Code Source du Parisien, où je sais que son animateur, Jules Lavie, a pris des cours de scénario et de storytelling pour apprendre à raconter une histoire. Et c'est pour ça qu'il nous attrape par la main. Donc c'est aussi un effort d'écriture et imaginer le podcast comme quelque chose qu'on va pouvoir réécouter dans 5 ans. Je pense que c'est une très bonne perspective au moment où on écrit pour pas trop se planter et faire un truc très périssable. On avait aussi parlé du fait de confronter les points de vue. Et ça, désolé, peut-être que c'est un piège, mais j'aimerais vraiment que tu parles de ça parce que je pense que c'est très important et très intéressant. Il y a un truc très marrant que je remarque. J'ai donné des cours de podcast et j'ai remarqué que mes étudiants laissaient tomber certains réflexes journalistiques au moment où c'était un podcast parce que c'est un podcast et que c'est sur Internet et que c'est cool et que c'est fun. Et donc, on oublie le contradictoire, on oublie de croiser ses sources. On va vers des formats qui nous semblent sexy comme transfert le témoignage à la première personne en coupant les questions du journaliste, mais on perd ses réflexes. Ça, c'est une question qui se pose pour les journalistes qui font du podcast, qui ne sont pas la majorité des gens qui font des podcasts. Mais en effet, je pense que quand on est journaliste et qu'on veut faire du podcast, il ne faut pas oublier qu'on est journaliste.
Et par exemple, j'écoutais un podcast politique qui vient de sortir où dans le premier épisode, une journaliste donne son avis sur une candidate à la présidentielle. Moi, ça m'a énormément gênée. Ça n'est pas son rôle. Elle est là pour m'expliquer qui est cette candidate, qu'est-ce qu'elle fait, mais elle n'est pas là pour me dire « Ah, je pense qu'elle n'a pas les épaules ». Et ça, je suis certaine qu'elle ne l'aurait jamais fait à l'antenne. Donc, c'est pas parce que c'est du podcast qu'on doit oublier ses réflexes. Et c'est un exercice difficile parce que souvent, dans le podcast, on dit aussi « je », ce à quoi on n'est pas habitué. Et c'est un équilibre à trouver. D'ailleurs, cette propension à parler à la première personne pose question aussi, à mon sens, dans la manière dont parfois c'est un peu forcé, pour faire en sorte que la personne qui écoute se dise cette personne qui est présente s'intéresse vraiment beaucoup à ce sujet. Il y a vraiment, ça sonne un peu forcé parfois. Il y a des fois où c'est nécessaire. Maya Mazorette, qui a fait un podcast pour France Inter où elle raconte le deuil de son compagnon. Absolument. Personne d'autre qu'elle ne peut raconter cette histoire, et ne pas utiliser le jeu n'aurait pas de sens. Il y a d'autres fois où il est très subtil. Grégory Phillips, dans 11 septembre, l'enquête commence par dire j'ai vécu le 11 septembre, puis il parle plus du tout de lui. Et il y a des fois où, en effet, il est un peu rentré au chausse-pied. Et ça, c'est aussi notre travail et le travail des producteurs de dire là, je suis pas sûr de ce truc-là. Il ne faut pas s'obliger au jeu. Oui, c'est une forme qui est très intéressante dans le podcast, mais il ne faut pas s'obliger au jeu, clairement. Et puis, alors moi, j'ajouterais, je trouve ces conseils très très bons, et moi, j'en donnerais 2 hyper concrets. Le premier, c'est pas parce qu'on peut faire aussi long qu'il faut faire long. C'est beaucoup plus dur d'écrire court que d'écrire long dans toutes les formes de récit. C'est beaucoup plus dur de faire une bonne nouvelle qu'un roman de 850 pages. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de limite qu'il faut pas s'en donner. Il vaut mieux être efficace en 2 épisodes de 20 minutes qu'en 1h30 de podcast. Et une façon de le tester, alors là pour le coup, moi je donne ce conseil, faites tester votre épisode systématiquement à un de vos amis, mais qu'il l'écoute en réelles conditions, c'est-à-dire avec des écouteurs pas très bons, pas avec un casque magnifique sur son salon en ne faisant rien d'autre, en étant dans le bus, et vous lui demandez à quel moment il a été obligé de repartir en arrière, parce qu'en fait ça fait 5 minutes que sans s'en apercevoir, il a décroché. Parce qu'il est là le ventre mou du récit à ce moment-là. Si je suis en train de décrocher, de penser à autre chose, et que je suis obligé d'utiliser la petite touche moins 30 secondes pour repartir en arrière, c'est que il manque quelque chose à cet endroit-là pour me rattraper, ou que tout simplement je suis moins long. Et ça, c'est assez terrible. Moi, je m'oblige à écouter les podcasts comme ça, et on se rend compte qu'il y en a plein. Il y en a forcément souvent où on décroche, et donc il faut se poser la question à ce moment-là du timing, de l'écriture, de remettre quelque chose pour reprendre un peu par la main l'auditeur. On va partir dans ce sens-là. Stéphane, peut-être que tu as une chose que les auteurs devraient garder en tête. Alors, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Mathilde et Erwan. Non, mais je vais peut-être me positionner intellectuellement en tant que cobaye, et je me dis que qu'est-ce qui me plaît en vous écoutant, je me disais mais qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui m'accroche moi quand j'écoute un podcast, c'est tout ce qui est l'harmonie entre la voix, l'ambiance sonore et les silences. Voilà. Donc quand j'ai ces 3 composants, j'accroche, je me concentre, j'arrive à me concentrer, j'arrive à rentrer en immersion, j'arrive à être capté. Voilà, mais ce n'est pas du tout une recette, hein, c'est un avis d'auditeur comme ça, occasionnel de podcast. Il n'y a pas une bonne recette, je pense, pour le podcast. Il y a des choses qui marchent mieux que d'autres, mais si quelqu'un vous dit la recette du podcast, c'est ça, on vous ment. Et toi, Greg, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'il y a pour toi une chose que les auteurs doivent garder en tête pour proposer un récit qui engage les gens, qui les intéresse ? Pour faire un bon podcast. Alors, je suis d'accord avec ce qui a été dit, et je dis toujours que le podcast, pour moi, doit éduquer, informer ou divertir, et je pense que c'est ce que je cherche dans les podcasts. Ne me dites pas ce que vous avez mangé pour le petit déjeuner ou ce que vous allez manger pour le dîner. Et je pense qu'on a une vraie opportunité dans le podcast d'avoir des choses qui vont faire la différence, qui vont améliorer la vie des gens, plutôt que d'être une copie de choses qui étaient populaires par le passé. On n'aura malheureusement pas le temps d'aborder un autre élément qui était les innovations dans le podcast, même si on en a un petit peu parlé des innovations à venir. Merci à vous d'être venus. Merci à vous, le public. Merci. Merci pour votre participation. Merci.